Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 3 mars au Burkina Faso, où le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était en visite et encore hier. Depuis Ouagadougou, M. Ban a déclaré que le Burkina Faso revenait de loin. Le pays a en effet connu ces 2 dernières années à la fois un soulèvement du peuple en octobre 2014, un coup d'État manqué en septembre 2015, mais aussi des attentats meurtriers le 15 janvier dernier. Le secrétaire général de l'ONU a ainsi tenu à exprimer sa grande admiration au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été élu en novembre dernier après des élections reconnues par l'opposition. Il a aussi salué le courage de la population burkinabé. Ban Ki-moon a assuré le Burkina Faso de l'engagement des Nations Unies à ses côtés. Et M. Kaboré, de son côté, a indiqué que son pays s'engageait également à mettre en œuvre, avec l'appui des Nations Unies, des mécanismes régionaux pour faire face également à la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général des Nations Unies était arrivé hier après-midi à Ouagadougou. Le Burkina Faso est la première étape de sa tournée régionale. En fin de journée, Ban Ki-moon s'est ensuite envolé pour la Mauritanie. Il se rendra ensuite en Algérie. Les Nations Unies qui se réengagent également en République démocratique du Congo. Un haut responsable de l'ONU a annoncé hier que l'institution allait bientôt reprendre sa coopération militaire avec les FARDC, l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Principal objectif, s'attaquer aux groupes rebelles qui opèrent dans l'est du pays. Il s'agit notamment des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ou encore des rebelles ougandais de l'ADF, les Forces démocratiques alliées. La décision de renouer cette coopération militaire fait suite à la récente visite à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Pour rappel, ce soutien militaire de la MONUSCO au FARDC était suspendu depuis février 2015. L'ONU reprochait en effet à la République démocratique du Congo d'avoir nommé pour cette opération 2 généraux qu'elle soupçonnait de graves violations des droits de l'homme. Au Soudan du Sud, le patron onusien des opérations de maintien de la paix dans le pays déplorait hier qu'après 2 ans de guerre civile, les 2 camps rivaux traînent toujours des pieds pour appliquer un accord de paix. Hervé Ladsou a également regretté que dans de telles conditions, la situation économique et humanitaire catastrophique continue de s'aggraver. Plusieurs propositions donc suite à ce constat. Pour un haut responsable des Nations Unies, il est temps d'envisager d'imposer un embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud. En accord avec cela, un groupe d'experts de l'ONU, par ailleurs récemment recommandé au Conseil de sécurité d'également sanctionner le président sud-soudanais Salva Kiir, mais aussi son vice-président, le chef des rebelles Riek Machar, ainsi que 2 responsables militaires. Mais de l'autre côté, la Russie, qui est elle membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, estime que de telles sanctions sont contre-productives. Et l'Angolais Ismaël Gaspar Martins, qui vient de prendre la présidence tournante du Conseil de sécurité au mois de mars, demande à ce que l'on laisse encore un peu de temps aux 2 dirigeants rivaux, le message commençant selon lui à être entendu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit sa visite ouest-africaine. Après la Côte d'Ivoire, puis le Ghana, M. Erdogan était hier au Nigeria. Alors, outre la signature à Abuja d'un mémorandum sur une coopération économique et commerciale avec le Nigeria, le chef de l'État de la Turquie a également proposé hier à son homologue Muhammadu Buhari une aide pour combattre le terrorisme dans le pays. Aucune précision en revanche pour le moment sur la forme concrète que prendrait cette autre forme de coopération. Depuis le début de sa tournée ouest-africaine, en tout cas, la sécurité a été un vrai sujet récurrent pendant ses visites. Après le Nigeria, Recep Tayyip Erdogan se rendra ce jeudi en Guinée, toujours avec l'objectif de renforcer les liens économiques de la Turquie avec les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est d'un renforcement de la coopération qu'il s'agit également entre Madagascar et les Comores. À partir de lundi dernier et à 3 mois de la fin de son mandat, le président de l'Union des Comores, Ikililou Doinine, a effectué sa première visite d'État sur la Grande Île, accompagné d'une délégation officielle. Au programme de sa rencontre avec son homologue malgache, Eri Rajanariampianine, un partenariat économique, mais aussi un partenariat judiciaire, culturel ou encore social, avec par exemple la simplification de la délivrance des visas aux étudiants comoriens ou encore aux médecins malgaches, également la facilitation de la mobilité des personnes entre les 2 îles de cet océan Indien. Il faut dire que plus de 150 000 Comoriens vivent actuellement à Madagascar, ce qui en fait de loin la plus importante communauté étrangère de l'île.
Un mot de science à présent à l'international. Après 340 jours passés dans l'espace, 3 astronautes de la Station spatiale internationale sont de retour sur Terre depuis hier, mercredi. L'Américain Scott Kelly et les Russes Mikhail Kornienko et Sergei Volkov ont quasiment passé un an en orbite pour mener des expériences en vue de futurs voyages vers la planète Mars. Vers 4h30 GMT hier, comme prévu, donc, la capsule Soyouz s'est posée dans les steppes du Kazakhstan. Les images ont été retransmises par la télévision de la NASA, l'agence spatiale américaine. Et resté au sol, le frère jumeau de Scott Kelly, Mark Kelly, a également participé à l'expérience. Toutes les données biométriques qui ont été recueillies sur les deux frères jumeaux devraient fournir des points de comparaison précis afin de mesurer les effets physiologiques d'un voyage en longue durée dans l'espace. Et retour en Afrique pour terminer ce journal. Dans la guerre que mène le continent africain contre le braconnage de dizaines de milliers d'éléphants chaque année, le Kenya, lui, a élargi son arsenal en se dotant notamment d'une brigade de chiens renifleurs d'ivoire, à l'image de ceux que l'on utilise déjà pour détecter les drogues ou encore les explosifs. Reportage. La truffe aux aguets, Dick inspecte le tas de valises en vrac à l'aéroport de Nairobi. Mais ce chien n'est pas à la recherche de drogue, d'explosifs ou d'armes, mais bel et bien d'ivoire. Le Kenya fait la guerre contre le braconnage et tous les moyens sont bons pour démanteler ce trafic mondial. Nous avons lancé ce programme de brigade canine pour détecter les produits fabriqués avec de l'ivoire. Nous sommes situés dans les principaux lieux de transit, les ports et les routes. Nous sommes face à une crise de braconnage sans précédent. Et le Kenya fait partie d'un groupe de 8 pays particulièrement touchés. Nous avons mis ce programme en place pour faire en sorte que toute personne qui essaie de faire circuler de l'ivoire ou des défenses de rhinocéros ne puisse pas le faire. Plus de 30 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique pour leur ivoire, pour alimenter la demande en Chine. En Asie du Sud-Est, 1 kilo de cet or blanc brut se négocie environ 1 000 €. Des brigades canines ont déjà été utilisées pour chercher de l'ivoire, mais ici au Kenya, les chiens ont une formation très poussée. Le chien est capable de faire la différence entre l'ivoire et une vulgaire corne de vache, car son sens de l'odorat est hyper développé. Son sens olfactif est 1000 fois plus développé que celui de l'homme. Il peut reconnaître des odeurs très différentes. Tout est une question d'équipement. Vous pouvez voir ce chien comme une technologie avancée. 6 chiens se relaient actuellement dans l'aéroport international de Nairobi et reniflent des bagages 24 heures sur 24. Les trafiquants cachent leur ivoire dans leurs bagages, dans du papier aluminium, sur des vols commerciaux ou même sur eux, par exemple dans des boucles d'oreilles ou des pendentifs. Ce nouveau dispositif a certes un coût, il faut compter 5 500 € pour un chien tout compris, mais le retour sur investissement est là. Nous avons arrêté coup sur coup des individus à chaque fois la nuit. Par exemple, mardi dernier, 2 Chinois. Le lendemain, d'autres Chinois. Le surlendemain, nous avons arrêté des Vietnamiens et des Thaïlandais. C'est vraiment remarquable. C'est aussi un moyen de dissuasion très important. Le Kenya a décidé de brûler le mois prochain l'ensemble des 120 tonnes de son stock d'ivoire, de loin la quantité la plus importante jamais détruite. Le ministère de l'Environnement a déclaré que le nombre d'éléphants tués était 2 fois plus élevé en 2015 qu'en 2014. À cette vitesse, beaucoup craignent la disparition de l'espèce dans des dizaines d'années. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 3 mars 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain vendredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, bonne suite de programme sur Vox Africa.